Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le mercredi 21 mars 2024. J'ai le plaisir de recevoir Yann Rousseau, qui est le directeur associé pardon, de Barnes New York. D'ailleurs, Barnes New York, ça ne veut pas dire que Barnes New York, ça veut dire aussi Barnes ailleurs que New York. Ça veut dire évidemment Barnes dans le monde, mais ça veut dire aussi, je sais que tu diriges combien maintenant d'agences dans la région de New York élargie? Trois, bientôt quatre. Trois, bientôt quatre. Et la quatrième va être, si c'est pas un New secret, Jersey. New New Jersey. Jersey. Voilà. OK. Donc, on a New York, New Jersey, et puis Westchester et Connecticut. Worcester and Connecticut. Et là, donc, merci, puisqu'on est là pour parler du marché immobilier de New York, de savoir est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que c'est compliqué ou pas de devenir un investisseur, ou en tout cas de vivre et d'acheter à New York, ou de louer d'ailleurs. Et donc, voilà, je te laisse la parole, Yann, et on t'écoute. Et à la Eh fin, bien, excuse-moi, à la fin, on laissera un peu de temps aux personnes qui veulent poser des questions, si vous en avez, mais évidemment, vous aurez la possibilité de contacter Yann Rousseau très facilement sur le Fun District et de revoir cette conférence, cette web conférence, dès la semaine prochaine sur le site du Fun District. Je te laisse la parole, Yann. merci. Merci à toi, Romain, et merci à French District. Toujours un grand plaisir d'être ici, bien évidemment. Je pense que tu peux me confirmer que tu vois bien l'écran et que tout va bien. Tout va Donc, bien. je vais dérouler cette petite présentation qui va parler d'acheter et de louer à New York, qui va parler un petit peu du marché, un petit peu de légende urbaine, voilà, pas mal de choses. On essaye de changer un petit peu le format, parce qu'évidemment, ce sont des présentations que nous faisons assez régulièrement, donc pour pas que les gens qui reviennent voient un petit peu les mêmes choses. Donc on essaye un petit peu, on l'a organisé sous cinq thématiques. La première est bien évidemment le premier conseil pour toute personne qui souhaite venir ou investir à New York, que ce soit pour de l'achat ou pour de la location, soyez accompagnés, bien évidemment, soyez accompagnés. Le marché immobilier américain, le marché immobilier américain est différent du marché immobilier français, le marché immobilier new-yorkais est différent du marché immobilier américain, il a cette particularité. Donc autant bien évidemment vous accompagner d'experts en toute absence de modestie. Une des premières particularités du marché immobilier américain, c'est qu'on a accès à l'ensemble des biens qui sont disponibles. Forcément, c'est toujours voilà, intéressant de travailler avec une agence. Et quand vous avez le bon feeling avec une agence, vous n'avez pas besoin d'aller voir les autres agences parce qu'on aura tous accès aux mêmes biens. Voilà. C'est une activité qui est licenciée. Les licences sont vérifiables sur le site du département d'État. Donc de New York, bien évidemment, c'est une licence d'État. Donc New York, New Jersey, Connecticut, Floride. Donc elle est vérifiée que vos interlocuteurs, si par choix n'est pas chez Barnes, elle est vérifiée que vos interlocuteurs soient bien licenciés, qu'ils aient la licence du bon niveau également. Il y a plusieurs niveaux de licence, il y a les agents, il y a les brokers. Donc vous pouvez vérifier ça. Et enfin, c'est une activité très particulière en ce moment pour notre profession, mais c'est toujours bon de le rappeler que les frais d'agence sont variables et négociables. Donc, nos services ne sont évidemment jamais gratuits. Ils sont en majorité encore à ce stade euh, dévolus aux vendeurs et aux propriétaires et non pas à l'acheteur ou au locataire. Donc, après, est-ce que ça va varier dans les prochaines années? Bref, il y a différents cas, je vais en parler un petit peu. Pensez évidemment à votre avocat, on va en discuter ensuite, mais voilà, du moins ça rentrait dans la catégorie du soyez accompagné, agent immobilier et votre équipe derrière, avocat, votre banquier si vous financez, assureur, ce qui n'est pas neutre quand bien même vous êtes locataire, comptable, différents prestataires. Mais nous allons rentrer dans le détail. Donc soyez accompagnés bien évidemment, je ne saurais que trop vous recommander d'être accompagné par Barnes. Barnes, beaucoup d'entre vous doivent connaître. On est leader du marché en France, en Suisse, en Belgique, en Europe de l'Est. Voilà. On est présent dans 20 pays avec environ 1500 consultants à ce stade, à ce jour. Ouais, 48 000 propriétés en mandat de vente exclusif de par le monde, plus d'une centaine de milliers de clients acquéreurs, 130 agences dans de nouveaux 20 pays. Barnes leur représente environ 6 milliards de ventes par an en croissance. À ce stade, voici nos implantations. Bien évidemment, 78 bureaux en France, donc grosse implantation en France, aux États-Unis, donc 5 agences, bientôt 6, avec donc Miami et Portland, et après donc cette opération qu'on appelle Tri-State, donc que je dirige ici avec notre bureau principal
Je vais en revenir après, donc je vais terminer rapidement. On a aussi un partenariat exclusif avec Compass, donc Compass qui est l'agence numéro 1 immobilière aux États-Unis, qui se trouve que donc, Compass nous envoie leurs clients pour l'Europe et inversement, nous pouvons intervenir en fait maintenant dans l'ensemble du territoire par l'intermédiaire de Compass, donc bien évidemment sur les implantations de Barnes, c'est Barnes qui reste à la manœuvre, donc de nouveau Miami, Portland et la zone New York, New Jersey, Connecticut. Mais après, sur le reste du pays, on peut également vous accompagner avec nos partenaires de Compass. Donc pour ce qui concerne cette opération de New York, nous avons donc notre implantation principale et historique donc, qui est sur Manhattan. Nos bureaux sont près de Bryant Park. Nous avons ouvert une agence donc dans le nord, dans le comté de Westchester, qui est l'agence de Larchmont, voilà, une petite très belle agence de ville. La raison évidemment principale, c'est qu'il y a une très forte communauté expatriée et francophone française sur cette zone du Westchester, donc Larchmont, New Rochelle, Mamaroneck, Rye, du fait de l'implantation de la French American School of New York. Nous avons après voilà, la licence sur le Connecticut avec une adresse à Greenwich et la licence sur le New Jersey avec une adresse à Hoboken à venir dans les prochaines semaines. Nous avons 21 agents qui parlent 12 langues de manière native et on a un service de gestion de propriété également qui est dédié et qui est distinct de la partie donc agence avec 4 personnels qui couvrent l'ensemble des propriétés que nous avons en gestion pour nos clients, à la fois sur New York et sur Miami, qui peuvent intervenir dans une zone plus large. Et dernier né de la famille, la Maison Barnes qui vient d'ouvrir donc Upper East Side Manhattan, qui est bah, typiquement un restaurant. Aussi, c'est là que le Café Boulu s'est également implanté. Donc, vous avez 2 offres de restauration, Maison Barnes et Café Boulu. Et après, divers services de réceptifs, de conciergerie, d'événementiel qui vont se dérouler en place donc à partir de cette année avec un calendrier à suivre. Donc, extrêmement belle, voilà, très très belle adresse avec une offre de restauration d'un excellent, d'un très très haut niveau. Nous voici pour notre petite partie propagande, si je puis dire. Maintenant, mais parlons bien évidemment du marché immobilier. Soyez renseignés. Ça passe évidemment si vous êtes accompagné, vous serez renseigné. Vous pouvez toujours essayer de vous renseigner par vous-même, hein. Et donc nous, effectivement, ces webinaires, les articles que nous écrivons également, nos parutions presse et médias sont là pour avoir des vertus un petit peu éducatives. Mais on peut rentrer un peu plus dans le détail pendant ces webinaires. Donc notamment, tout simplement, commençons par les types de biens immobiliers et l'éternelle question de l'immobilier new-yorkais, quelle est la différence entre un condo et une coop? Donc là, on parle des appartements. Les appartements sont des condominiums ou des coopératives. Quelle est la différence? Eh bien, alors le condo, c'est grosso modo la copropriété française, hein. Vous avez un titre de propriété sur votre appartement et vous avez un pourcentage des parties communes. Voilà. Pour résumer, pour faire simple, vous payez vos charges de copropriété, vous payez votre taxe foncière qui est propre à votre appartement. Euh, Historiquement, les appartements new-yorkais étaient des coops. Toutes les nouvelles constructions, ou quasiment toutes les nouvelles constructions, sont des condominiums maintenant. Donc, le ratio tend à s'inverser, mais il y a quand même encore beaucoup de coops. Plus de coops que de condos, ce qu'on verra ensuite. Et les condos sont plus onéreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien plus flexibles à l'usage que les coops. Les coops, donc c'est une structuration juridique qui est différente. Pour pas tellement rentrer dans le détail, en fait, vous avez des parts dans la société qui détient le bâtiment. Donc, c'est des copropriétaires qui détiennent le bâtiment. Vous avez des parts dans cette société. Vous êtes bien évidemment l'usufruit, l'usage unique de l'appartement que vous avez choisi. Mais en réalité, vous avez fait l'acquisition de parts dans la société. À noter que cette société des copropriétaires, donc vous, la copropriété, potentiellement ne peut ne pas être propriétaire du terrain. Donc, ce qu'on appelle avoir un ground lease ou un land lease, qui est donc des baux amphithéotiques d'une centaine d'années. C'est pas neutre si c'est un propriétaire privé, quand le bail arrive à échéance, donc quand on arrive à mettons 20-25 années avant l'échéance du bail, la valorisation de la propriété tout simplement va chuter drastiquement jusqu'à ce qu'un nouveau bail ait été mis en place, une extension, qui parfois sont prévues au contrat, parfois ne le sont pas. Donc faire très attention à ça. Mais surtout, ce qu'on retient principalement des coops, des coopératives, c'est qu'il y a des restrictions fortes à l'entrée. Beaucoup de coops n'autorisent pas le financement ou des financements avec énormément d'apports. Et n'autorise pas les achats en société, n'autorise pas les achats en trust, n'autorise pas les achats pour les enfants, n'autorise pas les résidences secondaires, n'autorise pas les mises en location. Donc c'est des restrictions à l'entrée et à la sortie. Grosso modo, si on caricature un peu, c'est bon pour être de la résidence principale quand on est résident américain. Voilà, en substance.
Mais dès qu'on veut faire quelque chose de plus, donc ce qui est quand même assez rare pour nos clients, encore que hein, les expatriés qui viennent et qui s'installent pour une durée suffisante, ça fonctionne dans tous les cas. Et à noter évidemment que ces coops ont des règles qui leur sont propres. Et donc chaque coop peut avoir un comportement voilà, distinct des autres. Donc il faut vraiment regarder dans le détail. Et à noter cette fois-ci que vous n'aurez pas de taxe foncière. Vous aurez une charge de copropriété, mais la taxe foncière du building est payée par la société. Donc elle est incluse quelque part dans votre charge de copro, mais vous ne verrez pas de taxe foncière en coop. Voilà pour les appartements. Et condo, oui, oui, donc condo, quand on est voilà, expatrié, quand on est investisseur, principalement en condo. Encore que, regardons dans le détail, parfois sur certaines coops, ça peut fonctionner, mais pourquoi et encore que, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, les coops, simplement, c'est moins cher, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, l'année dernière, on était à 190 000 coops unités en coopérative contre 110 en condo. Donc ce rapport donc, tend à s'inverser petit à petit, progressivement dans le temps. On devrait arriver à inverser, mais surtout, il y a une très grande différence de prix. Vous voyez ici le prix médian pour un appartement en resale. Resale, c'est dans l'ancien, donc c'est pas du programme neuf. En condominium, on est à plus de 1 400 $ du pied carré, euh, ce qui doit faire grosso modo 14 000 € du mètre carré, hein, pour simplifier. En coop, on est à 935. Donc les coops sont moins chères, elles sont plus nombreuses, mais elles sont bien plus complexes à l'usage. Donc à savoir aussi que la coop, c'est le ce qu'on voit dans les séries télé et dans les films. Vous passez votre entretien de personnalité avec les membres de la copropriété, du board, les directeurs de la coop. Et s'ils vous aiment pas, eh bien, ils peuvent vous refuser tout simplement, et sans avoir à se justifier. Et on a eu malheureusement le cas très récemment, la semaine dernière pour ainsi dire, un de nos clients qui mettait son appartement en location. On avait trouvé de très bons locataires. Nous, on représentait le propriétaire. Donc on avait voilà, des bons candidats et tout simplement, ils ont refusé. Et sans autre forme de procès, sans qu'on sache pourquoi. Donc, ce qui est extrêmement frustrant pour le propriétaire, bien évidemment, qui pensait avoir loué son bien, mais imaginez Qu'est-ce surtout à la que, revente. qu'est-ce que tu soupçonnes comme argument, comme raison? Off the record, mais en fait, je suis en caméra, donc je vais pas pouvoir, D'accord. je vais pas pouvoir faire off the record. En tout cas, Euh, pas des arguments très sympas. non, probablement du préjudice. Voilà. Ça D'accord. peut être préjudice, ça peut être aussi en fait qu'un des membres du board ou plusieurs membres du board ait une animosité particulière envers notre client. Ça peut arriver. Ils auraient pu s'échapper sur diverses raisons. Donc là, je pense pas que ce soit le cas, mais on a eu ce cas aussi par le passé, où voilà, notre client qui était lui vendeur n'était pas en bon terme avec sa copropriété. À notre avis, les torts étaient du côté de sa copropriété, bien évidemment, mais je trouvais qu'il était très difficile de vendre son bien parce qu'en fait, les deux, trois premiers acquéreurs, ils ont tout simplement refusé. Voilà. Et vu qu'ils n'avaient pas justifié. Donc voilà, faire très attention avec la coop, à cet égard, très attention avec la coop. Les maisons individuelles, malgré tout, vous n'êtes pas obligé d'être en copropriété. Donc vous avez les maisons individuelles, donc voilà, en grande majorité elles sont mitoyennes, hein. Évidemment sur New York, on peut avoir un petit jardin derrière, mais on n'a pas de passage sur les côtés. On appelle ça les townhouses, brownstones, row houses, il y a divers vocables propres au marché new-yorkais, mais bon, voilà, grosso modo, ce sont des maisons individuelles. Vous faites un petit peu ce que vous voulez chez eux, chez vous, à toute proportion gardée, tout en restant évidemment dans le cadre de la législation new-yorkaise. Concentré sur quelques quartiers de Manhattan, on a voilà, une bonne quantité sur Upper East Side, Upper West Side, Harlem, bien évidemment, Soho, Tribeca, West Village, Greenwich Village, voilà, ce genre de quartier. Il y en a une très forte quantité, surtout sur Brooklyn. Voilà. Brooklyn et Queens, on commence vraiment à avoir beaucoup plus de maisons individuelles, des townhouses et des vraies maisons individuelles. Les mots aussi, termes que vous avez peut-être entendus, les multifamily. Multifamily, ce sont en fait des immeubles d'appartements partir de deux, tout simplement. Si vous avez deux appartements distincts dans un immeuble, ça devient un multifamily. Et ça monte voilà, jusqu'à sky's the limit, hein, comme on dit. Mais bon, sachez qu'à partir de 5 unités, ça devient un bâtiment commercial puis un bâtiment résidentiel. Ça, c'est pas forcément neutre en termes d'acquisition. Et aussi sur New York, à partir de 6 unités, les loyers peuvent être encadrés, les loyers peuvent être régulés ça dépend de l'adresse là. C'est pas une question ça ne bascule pas en fait, si vous voulez, en loyer régulé. C'est attaché à l'adresse, donc potentiellement vous pouvez faire l'acquisition de biens avec des loyers encadrés, donc avec des loyers qui peuvent être très très faibles selon les cas. Donc aussi, de nouveau, être très accompagné sur les multifamily, parce que c'est un autre animal, comme on dit, en termes d'acquisition. On peut avoir de l'usage mixte, c'est-à-dire avec une partie commerciale en bas, avec une boutique ou un restaurant ou quelque chose, et avec du résidentiel au-dessus. Peut y avoir du résidentiel et des bureaux, peut y avoir pas mal de choses, mais surtout c'est intéressant pour d'aucuns de nos investisseurs qui souhaitent en faire un usage partiel. Donc ça leur permet en fait d'avoir un appartement, en général souvent
le dernier étage, et de louer les appartements du dessous, et donc mécaniquement de payer l'acquisition grâce à la location tout en l'habitant. Donc ce sont deux acquisitions qui sont différentes, hein, les copropriétés et les maisons individuelles, les multifamiliales. Autre question qui nous revient souvent, peut-on faire du Airbnb à New York, location de court terme? Eh bien, la réponse est oui, mais surtout non, en fait. En réalité, oui, mais surtout non. C'était déjà assez compliqué avant. Alors maintenant, une nouvelle législation qui vient de passer en 2023, qui restreint d'autant plus fortement. Donc, en fait, ce qu'on considère location de court terme, c'est en dessous de 30 jours. Vous avez le droit de louer à partir de 30 jours. Donc, des baux d'un mois minimum. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La ville ne nous embête pas. Si vous louez en dessous de 30 jours, vous devez être enregistré auprès de la ville. C'est contingenté aussi, voilà, divers critères, bien évidemment. Donc, on rentre vraiment dans un régime quasiment hôtelier. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est que Airbnb n'a plus le droit de lister de biens, sauf d'avoir l'aval de la ville, qui a donc une liste des propriétés autorisées à faire Airbnb. Donc, autant dire que ça s'est réduit à peau de chagrin. Et donc, maintenant, voilà, il n'y a plus de location Airbnb un petit peu sauvage comme il pouvait y avoir par le passé. Et Donc, les biens qui ont été listés comme autorisés? Sur quels critères? ce sont des propriétés en fait qui sont maintenant qui sont créées en fait qui sont créées avec cette vocation-là. Donc ils vont vraiment les D'accord. enregistrer auprès de la ville et en faire voilà avec c'est les mêmes contraintes hôtelières avec les sorties de secours, les voilà ce genre de choses. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Donc en théorie, vous pouvez faire en fait du Airbnb à partir de 30 jours, ça il y a pas de problème. Donc ça sur votre maison individuelle, sur votre multifamily, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, dans une copropriété, ça va être plus complexe. Et il y a très peu de copropriétés qui autorisent la location à moins d'un an. On peut avoir du 6 mois, on peut avoir du 3 mois. Certaines, quelques-unes de temps en temps, autorisent à un mois. Donc celles-ci, elles sont assez rares, mais ça arrive. Si vous, en tant que locataire, vous souhaitez faire du Airbnb, il faut évidemment que votre copropriété, le cas échéant, l'autorise. Surtout que votre propriétaire l'autorise. Vous n'avez pas le droit de faire du Airbnb sans en informer votre propriétaire et que ce soit autorisé dans votre bail. C'est également assez rare. Voilà. En dehors de New York City, donc cette législation, c'est New York City, la ville de New York, les 5 boroughs, les 5 quartiers de New York, donc Manhattan, Harlem, Queens, Brooklyn et Staten Island. En dehors de New York City, la législation dépend de la ville, du village, du comté, selon les endroits. Et vous pouvez vous retrouver effectivement dans des villes qui n'autorisent pas l'Airbnb de la même manière, des villages qui limitent drastiquement. Voilà, faire très attention. Et ce qui doit d'ailleurs déboucher sur un de nos conseils principalement. Donc gardez à l'esprit, faites attention, réfléchissez vraiment à l'usage que vous souhaitez faire de votre bien. Maintenant, dans un an, dans 5 ans, est-ce que vous souhaitez l'utiliser en pied-à-terre, en résidence principale? Est-ce que vous souhaitez que vos enfants puissent l'utiliser? Est-ce que vous souhaitez le louer, le sous-louer, le mettre en court terme, le mettre en long terme, le revendre? Faire un flip, voilà, pas mal de choses à garder à l'esprit. Et donc ça, informez-en vraiment vous réfléchissez, discutez-en avec votre agent immobilier, parce que la sélection des biens, en fait, sera fonction de cet usage. Et après, bien évidemment, comme tout bien immobilier, pensez vraiment à sa localisation. On aime bien dire location, 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 mais surtout, en fait, voilà, vis-à-vis du réseau de transport. À New York, c'est très important. C'est très important. La valorisation est vraiment en fonction du réseau de transport. Si vous êtes près d'une entrée de métro, si vous êtes près d'une entrée de métro express, il y a des lignes express, des lignes non express. Si vous êtes à l'extérieur de New York, si vous êtes proche d'une gare, combien de temps met le commute, c'est-à-dire votre trajet pour aller de New York City à chez vous, que ce soit en bus ou en train, combien de temps ça prend? Le zonage scolaire, évidemment, le zonage scolaire, les écoles privées sont extrêmement onéreuses aux États-Unis, a fortiori à New York. Donc, si on va être en école publique, faire attention au zonage scolaire et le trafic, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Disons que quand on habite au cœur de Manhattan, et je parle du trafic, disons nocturne, du trafic de bus, d'ambulances, piétons, voilà, beaucoup de choses à garder à l'esprit aussi si on est un peu sensible au bruit et au dérangement. Et garder à l'esprit le délai et les coûts de transaction. Nouveau, ça diffère. Le marché américain immobilier est sensiblement plus rapide que le marché immobilier français, mais le marché immobilier new-yorkais est plus lent que le marché immobilier floridien, par exemple. Voilà. Donc, je vais parler après des délais de transaction, mais gardez ça à l'esprit. Quel quartier, donc, on nous disait, le borough, pour vous parler maintenant un petit peu de l'état du marché. Donc vous avez New York City, ce sont 5 boroughs, 5 quartiers, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island.
Et ça vous donne ici un petit peu les prix médians de vente entre 2022 et 2023. Donc vous voyez, donc New York City, c'est quand même très large. Le Brooklyn aussi est très hétérogène. Donc on travaille beaucoup sur la partie côtière de Brooklyn, proche de Manhattan, où les prix sont quand même beaucoup plus similaires à Manhattan, mais Brooklyn est très hétérogène. Donc là, en fait, si vous voulez, on voit une grande différence entre Manhattan et Brooklyn. Mais quand on va comparer Manhattan et Williamsburg, par exemple, les quartiers les plus euh, désirés de Brooklyn, on verrait qu'il n'y a pas une très grande différence. Même en grosso modo, voilà, Manhattan plus valorisé que Brooklyn, qu'il est même plus que le Queens. Bon, Staten Island, c'est vraiment un autre, voilà, une autre entité. Et le Bronx, voilà, le Bronx en queue de peloton. En tout cas, les prix Vous ont un voyez peu qu'il baissé. voilà, exactement. C'était ma Mm. prochaine remarque. Excellente anticipation, observation. Romain Angeletti, les prix ont baissé un petit peu. Les prix ont baissé un petit peu, voilà. Disons à la marge du fait de l'augmentation très, très forte des taux d'intérêt. Hein. Donc ça, j'en parlais quand je parlerai du marché. Mais des taux d'intérêt qui ont doublé en 2023, tout simplement, voilà, on a très peu de transactions, très peu de volume. Légère baisse de prix. Certaines zones du pays, le marché immobilier américain a perdu par endroits 20 à 30%. Voilà, à New York, si on a perdu 5%, c'est le goût du monde. Marché très solide. Et est-ce que ça veut dire que les marges de manœuvre dans la négociation sont un petit peu élargies? Un Un peu petit plus peu négocier? historiquement, voilà, historiquement, on était de l'ordre de 3% sur New York, sur les programmes, enfin, sur la revente, donc le resale, sur les programmes neufs, on était plutôt de l'ordre de 0 ou de 1. Maintenant, voilà, en disant que sur la resale, on est monté voilà, facilement à 5%, un peu au-delà, on peut atteindre les 10% par endroit, ça dépend comment ça a été listé. Les programmes neufs, eux, comme on dit souvent, comme on se répète, en période de ralentissement immobilier, c'est vraiment vers ces programmes-là qu'il faut s'orienter parce que ce sont eux qui sont les plus à même de négocier. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre que le marché se redresse, ils ont besoin voilà, de solder leur inventaire. Ils ont des échéances Bien sûr. réglementaires, des échéances de financement. Donc eux, on est plutôt à 10-20% de remise. Quel quartier? Bien évidemment, bon, si vous connaissez pas si vous connaissez New York, vous avez vos quartiers de choix. On nous donne juste un petit peu ici une carte, voilà, une heat map, une carte de température un petit peu des prix. Donc forte concentration évidemment sur Manhattan, donc voilà, qui est la partie la plus rouge. Et après, donc en la partie Brooklyn, voilà, ce qu'on appelle côtière, la plus proche de Manhattan. Hein. Donc ça va être les Williamsburg, les Dumbo, Greenpoint, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, en fait, Hudson Yards a la particularité d'être le plus onéreux de très très loin, mais en fait, la réalité, c'est que Hudson Yards, c'est quasiment que du programme neuf et de très haut de gamme. Donc ça explique pourquoi voilà, les prix sont bien plus élevés. Après, voilà, les quartiers plutôt, disons, historiques qui se maintiennent toujours et qui font la compétition à chaque trimestre, à savoir ceux qui auront vendu le mieux, ça va être toujours les mêmes, un petit peu les Soho, voilà, Soho, Tribeca. Euh, Central Park South aussi, c'est pareil, c'est vraiment voilà, une portion toute fine du marché, mais bon, on a vraiment une concentration sur effectivement voilà, toute la zone de Soho, Tribeca qui en général c'est qui est en tête. Et donc de côté, après, Brooklyn vient un petit peu derrière tous ces quartiers avec Dumbo toujours premier souvent. Et après, voilà, on est plutôt, en ce moment, on aime bien voilà, Gowanus, on aime bien Carroll Gardens, on aime bien Park Slope, voilà, ces quartiers un petit peu justement, beaucoup les Français s'installent. On va vous parler un petit peu de process. Donc soyez préparés. Soyez préparés. L'idée c'est bien d'être à New York, de visiter des biens, mais en fait la demande peut être très forte et donc si on n'est pas préparé, on risque de perdre des biens parce on n'était pas prêt à déclencher son offre ou inversement à bien déclencher sa transaction. Donc pour parler d'achat, constitution de votre équipe, évidemment, votre agent immobilier, bon ça je ne vais pas me répéter, mais il est important à mon sens, à notre sens, de sécuriser, de parler à votre avocat, à un avocat assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez des questions de structuration probablement, achat peut-être en société, achat en trust, question de succession, si vous êtes résident, non résident, voilà pas mal de choses à discuter. Mais surtout, votre avocat, en fait, vous allez devoir lui verser un retainer. Donc, c'est ce que les avocats, contrairement aux agents immobiliers, ne travaillent pas gratuitement au début. Voilà, ça nous arrive. Euh, les avocats, il va falloir voilà, leur verser une partie de leurs arts au début. Et en fait, l'important, c'est qu'en fait, vous aurez eu cette première discussion, vous aurez versé vos arts. Donc, ça veut dire que votre avocat, lors de l'achat, il est prêt, dès que vous avez présenté votre offre et que l'offre est acceptée, il est prêt tout de suite à travailler. Parce qu'en termes de process, donc vous allez, donc évidemment, la définition des paramètres de la recherche, ça va sans dire. On va faire des visites, on va faire une offre. Une fois que l'offre est acceptée,
L'agent du vendeur va préparer ce qu'on appelle une term sheet ou un deal sheet, donc il va être grosso modo récapitulatif en fait de l'offre acceptée, des termes euh, et mise en relation des avocats sur la base de cette term sheet. L'avocat du vendeur va préparer le contrat de vente qu'il va envoyer à votre avocat. Donc si vous n'avez pas encore sécurisé votre avocat, ça veut dire que ce délai en fait va potentiellement s'allonger. Donc, c'est-à-dire que plutôt que votre avocat va commencer à travailler sur le contrat dans les 2, 3 premiers jours en fait suivant l'acceptation de l'offre. Si vous n'avez pas encore sécurisé votre avocat, ça peut prendre voilà, une semaine de plus. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas sécurisé tant que le contrat n'est pas contresigné par les deux parties, acquéreur et vendeur, et que vous n'avez pas versé le dépôt qui est souvent de 10%, donc la caution. Votre contrat n'est pas sécurisé, vous pouvez avoir une offre acceptée, mais pendant ce temps-là, sachez bien que la propriété continue d'être montrée, que d'autres offres sont présentées, que d'autres offres sont négociées. Et parfois, c'est si les avocats prennent trop de temps à négocier le contrat, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines parfois, eh bien, quelqu'un peut se positionner avant vous. Voilà. Donc c'est pour ça, je dis constituez votre équipe avant, dont l'avocat, évidemment, on a des recommandations de l'avocat si vous n'en avez pas. Mais bon, quand tout se passe bien, vous avez votre équipe qui est prête, votre offre est acceptée, le contrat est négocié, accepté, vous signez le contrat, vous mettez 10%. Entre-temps, pendant cette période de négociation de contrat, vous aurez fait peut-être une inspection, ou pas nécessairement, ça dépend. Sur les appartements, c'est pas toujours pas pertinent, mais enfin, on nous la recommande toujours, hein, bien évidemment, mais c'est pas toujours très nécessaire sur un appartement. Sur une maison individuelle, c'est absolument impératif, j'ai envie de dire. Euh, et évidemment, sur un multifamily. Mais bon, c'est pendant cette période-là un petit peu le flou, vous avez une offre acceptée, vous n'avez pas encore votre contrat qui est signé, que vous allez faire cette inspection et que votre avocat va faire ce qu'on appelle la due diligence, donc il va regarder les antécédents sur la propriété et sur la copropriété pour s'assurer que tout est en bon ordre. Et une fois que tout le monde est d'accord, on signe 10%. Là, vous êtes sous contrat, bravo, félicitations. Si vous êtes en copropriété, vous allez devoir faire le board package. Le board package, c'est donc le documentation qui vous permet de présenter en fait votre candidature à la copropriété. Et c'est pas neutre, ça peut être parfois, notamment sur les coops, intrusif, ça peut être chronophage. Donc nous, on est vraiment là pour vous accompagner et vous guider à préparer avec vous ce board package, savoir comment bien le présenter et vous préparer éventuellement pour l'entretien que vous aurez avec le board de la coop. Une fois que vous êtes approuvé par la coopérative, évidemment, si vous êtes en maison individuelle, il y a pas ce process. Mais une fois que vous êtes approuvé par la coopérative, transfert des fonds pour clôture et remise des clés. Transfert des fonds vers la France, vers l'Europe, depuis la France, l'Europe ou depuis je ne sais où, vers les États-Unis, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, ça peut prendre du temps, c'est pas forcément si évident, c'est pas voilà votre banquier ne saura pas forcément faire. Donc pareil, aussi bien se prémunir, donc notamment quand voilà, ce que j'ai mis en gras, enfin c'est un petit peu les choses que vous pouvez préparer à l'avance. Votre preuve de fonds, engagement de financement. Je parle beaucoup sans regarder mon déroulé, donc j'en oublie quelques miettes. Bien évidemment, présenter une offre, il nous faudra une preuve de fonds. Ça peut être en euros, peu importe, ça peut être sur plusieurs comptes, mais il faudra vous montrer que vous avez les fonds. Et si vous jamais vous souhaitez financer, on peut parler de financement aussi pendant pas des heures, mais on peut financer voilà, depuis les États-Unis, même en attendant résident, il n'y a pas de problème. Mais que voilà, préparez-vous à verser ces 10% de dépôt. Voilà, comme ça, au moins, que votre banquier soit prêt, qu'il ait déjà les instructions de virement et qu'il sache comment faire. Voilà, parce qu'on peut parfois perdre un peu de temps. En termes de délai, nous sommes à 30-45 jours pour une transaction cash non financée, 60-90 jours pour une transaction financée. On est contraint par les délais de traitement de la banque, on est contraint par les délais d'approbation du condo ou de la coop parfois, qui peuvent aussi être particulièrement lents. Donc voilà, ne soyez pas frustrés, même quand on arrive de France, c'est des délais qui restent malgré tout raisonnables. À la location, les questions qui nous reviennent plus régulièrement, que doit-on préparer? Constituer votre dossier en amont. De la même manière, les locations, dès qu'on s'approche en fait de fin du printemps, de l'été, notamment sur des zones très demandées comme Carroll Gardens, près des écoles françaises, eh bien, il y a une compétition qui est très forte. Si votre dossier il est prêt, c'est mieux, parce que sinon, vous allez passer peut-être un jour, 2 jours, 3 jours à préparer tous les éléments, et votre offre acceptée, ben, elle aura été prise par quelqu'un d'autre entre-temps. Liste non exhaustive voilà, de choses intéressantes, pièce d'identité, bulletin de salaire, lettre d'employeur, relevé bancaire, lettre de référence personnelle, professionnelle, établissement financier, ce genre de choses. Sachez que vous pouvez potentiellement utiliser une garantie commerciale qui garantirait, en fait, c'est comme offrir une garantie de loyer impayé à votre propriétaire.
Et c'est souvent utile, pertinent, souvent malheureusement requis pour les étrangers qui n'ont pas donc d'historique de crédit aux États-Unis et qui n'ont pas non plus, voilà, qui potentiellement des velléités de rentrer en Europe, donc on ne peut pas non plus aller leur mettre une procédure juridique ensuite une fois qu'ils sont rentrés. Donc c'est souvent ça. Mais bon, ce qui veut dire que, et j'en reviendrai après sur une question suivante, c'est pas parce qu'on est étranger qu'on va pas avoir de location. On a toujours cette solution, la garantie commerciale. Euh, de la même manière, on définit les paramètres de la recherche, on visite, on fait une offre. Après, on signe le bail et on verse les fonds. Et une fois que les fonds sont versés, le propriétaire contresigne le bail. De la même manière que sur un contrat d'achat, tant qu'on n'a pas versé les fonds et qu'on n'a pas un contrat signé par les deux parties, ben, on n'a aucune garantie d'avoir le bien. Donc voilà, faire très attention. Et de la même manière que pour un achat, si on est en copropriété, on aura ce fameux et parfois infâme board package à remplir. Délai de traitement pour une maison individuelle, ça peut être très très vite. Voilà, ça peut être vraiment très rapide, moins d'une semaine. Parce que les baux, là, ce sont des baux standards. Autant les contrats d'achat et de vente sont des contrats qui sont préparés par chaque avocat, donc il y a de la négociation. Autant sur les locations, on a souvent des baux standards de la ville de l'Association des agents de immobilier de New York, donc qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Après, si on est sur un condo ou une coop, ben, voilà, ça peut prendre 30 jours, 45 jours, ça dépend du délai d'approbation. Donc pareil, être bien préparé à ça parce qu'on ne peut pas emménager du jour au lendemain dans un appartement, hein, souvent. Pour les fonds, la loi new-yorkaise est très stricte. La loi new-yorkaise est très stricte. Un locataire ne peut verser que le premier mois de loyer et un mois de caution et éventuellement une commission. Donc, quand vous êtes approché pour vous dire, bah, versez 2, 3 mois de loyer, ça vous donnera en fait votre dossier meilleure mine, c'est illégal. Voilà, c'est illégal. Quand on vous dit premier et dernier mois de loyer, comme ça se fait en Floride, c'est illégal. New York City, premier mois de loyer, un mois de caution. Et les commissions, je vais y venir ensuite. Petit Q&A, est-ce vrai, je dois être résident américain pour acheter et louer à New York? Eh bien non. Eh bien non, pas besoin d'être résident américain. D'ailleurs, le fait d'être non résident américain, le fait de n'être non américain, c'est maintenant une classe protégée. Donc on peut être mis au tribunal pour discrimination si un propriétaire ou un vendeur décide de dire bah, je ne vous vendrai pas ou je ne vous l'aurai pas parce que vous êtes non résident ou parce que vous êtes non américain, c'est illégal. Donc on peut pas besoin de carte verte, pas besoin de droit de titre de séjour, de droit de résidence, de droit de travail. Vous pouvez être tout à fait étranger et faire une acquisition, une location à New York. Je dois avoir un credit score pour acheter ou louer à New York. Eh bien, la réponse est non, de la même manière. Absolument pas obligatoire d'avoir un credit score. Donc, pour une acquisition, d'ailleurs, c'est complètement, voilà, c'est pas pertinent. C'est vraiment pour une location où, en fait, les propriétaires ou les copropriétés vont regarder votre credit score. Et si vous n'avez pas, notamment, si vous n'avez jamais eu de crédit aux États-Unis, eh bien, c'est pas forcément négatif, mais parfois, il faudra effectivement compenser ça par le fait d'avoir la garantie commerciale dont je parlais avant. Le credit score, il vous faudra quand même bien 1 an ou 2 ans d'implantation aux États-Unis en prenant une carte de crédit pour pouvoir commencer à le construire, comme on dit. Et c'est toujours bon pour le futur. Est-ce vrai, je vais devoir payer des commissions d'agence? Eh bien, pas nécessairement. Pas nécessairement. Les commissions sont variables, elles sont négociables. Donc, ceux qui vous disent c'est 6% de commission quand on fait une transaction d'achat-vente et c'est payé par le vendeur, c'est pas vrai. Et quand on vous dit c'est 1 mois de commission d'agence quand c'est en location et c'est payé par le propriétaire, c'est pas vrai non plus. Quand on vous dit c'est 15% et c'est payé par le locataire, c'est pas vrai non plus. À l'acquisition, bah, ça peut varier voilà, dans tous les sens. Maintenant, c'est de plus en plus ouvert. Donc après, il est vrai que historiquement, c'était des commissions qui étaient de l'ordre de 5 à 6% et qui étaient réglées historiquement de nouveau par le vendeur. Voilà, il payait son agent la moitié et l'agent de l'acquéreur, ce qui fait que vous, en tant qu'acquéreur, n'aviez pas à payer de commission d'agence. Ça continue à rester pour l'instant, je dirais la majorité. C'est pas absolument pas la norme, mais c'est la majorité. Est-ce que dans le futur, ça va évoluer? Potentiellement. Potentiellement. Nous, dans tous les cas, évidemment, on est tout à fait transparent sur les commissions et on vous dit pour chaque bien qui vous intéresse quel est le régime de commission voilà, à régler ou à ne pas régler. Dans la grande majorité, c'est à ne pas régler. Quand on est locataire, c'est différent. Historiquement, sur New York, c'était effectivement 15% du montant du loyer annuel qui était réglé par le locataire, qui payait son agent et l'agent du propriétaire.
La pandémie et la baisse des locations avaient inversé le rapport de force, donc était arrivé ce qu'on appelle les propriétés no fee, où les locataires n'avaient pas à payer de frais d'agence parce que le propriétaire, lui, réglait son agent, il réglait souvent un mois de loyer. Souvent, on ne réglait pas l'agent du locataire, ce qui fait que beaucoup de locataires maintenant sont en direct et non représentés à leur risque et péril, parce que les baux, malgré tout, ils sont standards, ils peuvent être un petit peu quand même tournicotés, traficotés. Il y a beaucoup de choses quand même à vérifier, donc comme on est toujours soyez accompagné pour éviter les déboires. Mais voilà, les commissions d'agence ou location sont très variables, hein. Ça peut être effectivement de nouveau compris entre 0 et 15%. Ou voilà, différemment, ça peut être un flat fee, ça peut être diverses choses. Je dois payer en cash pour acheter ou je dois payer un loyer d'avance pour louer. Donc, je dois payer en cash pour acheter. Non, vous pouvez tout à fait financer. Vous pouvez financer depuis les États-Unis. Vous pouvez financer sous certaines conditions avec certains de nos partenaires financiers depuis la France en prenant en collatéral d'autres actifs qui ne sont pas nécessairement aux États-Unis. Évidemment, votre offre elle est plus solide quand vous êtes en cash par rapport à une offre financée. Vous pouvez également acheter en cash, refinancer derrière. Donc, vous faites l'acquisition, comme ça, vous avez une offre qui est solide. Vous pouvez potentiellement négocier un petit peu plus, mais derrière, vous récupérez mais malgré tout vos fonds en faisant le financement. Mais voilà, si vous êtes propriétaire, si vous avez été propriétaire, bien vous avez une offre à 1,2 million qui est financée, une offre à 1 million qui est cash, vous n'êtes pas nécessairement prendre l'offre cash. Donc voilà, financement n'est absolument pas négatif. Je dois payer un an de loyer d'avance pour louer, en se disant ben, j'ai pas de crédit score, j'ai pas d'historique, je veux que mon offre soit solide. Non, de nouveau, c'est illégal. Donc voilà, un mois de loyer, un mois de caution. Où en sommes-nous? 1 h 37. Le Je marché, parle beaucoup enfin. aujourd'hui. Je parle beaucoup Non, non, aujourd'hui. c'est parfait. Navré. Écoute, Je fais un petit peu tout. on pourrait titrer cette webconférence tout ce qu'il faut savoir pour acheter ou louer à New York et De A à autour. Donc, Z. ouais, de A De à A à Z. Z. Donc, c'est parfait, ça va faire date. Parfait. Je donne quelques chiffres de marché. Dans les grandes lignes, le marché actuellement new-yorkais est au ralenti. Les taux d'intérêt sont très très élevés, donc très peu, voilà, peu de demande. Le marché new-yorkais étant aussi très adaptable, les propriétaires en fait ont retiré leurs biens du marché, sachant qu'il n'y a pas de demande. Donc voilà. Donc, Normalement, quand ça tu parles de marche taux d'intérêt élevé, tu parles de combien? 7, 7%. Voilà. Alors qu'ils étaient, jusqu'à encore récemment, ils étaient à voilà, 4, quoi, même parfois en dessous de 4. Donc ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts. Donc bah, les propriétaires privés sont pas dans une urgence de vendre en général, inversement par rapport au programme neuf qui eux doivent vendre. Donc eux, ils négocient plus. Les propriétaires privés se disent, bon, je retire mon bien du marché, je vais attendre que le marché se redresse. New York est un marché saisonnier, c'est-à-dire qu'il est très actif au printemps, au début de l'été. Petite dormance en août, il reprend après à la rentrée jusqu'à Thanksgiving et après voilà en dormance depuis Thanksgiving jusqu'à la reprise au printemps. Donc là on est au printemps, ça doit reprendre, mais c'est une reprise qui est vraiment très très timide. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée des prix, combien faut-il louer? Combien faut-il pour louer? Pour louer un studio, une chambre, un deux bedrooms à Manhattan, et bien voilà, 3 300. Donc ça c'est les données 2023 disons. On peut lisser avec Q1 2024. 3 300 pour un studio, 4 500 pour une chambre, 6 000 pour un deux chambres. Comme je disais, Brooklyn, bien moins cher. Sauf Brooklyn proche Manhattan. Brooklyn proche Manhattan, Williamsburg, regardez, les studios sont plus chers. Voilà, un studio, parce que Manhattan est aussi voilà, c'est très grand, c'est très éclaté. Voilà, il y a des quartiers qui sont évidemment beaucoup plus valorisés que d'autres. Donc, Williamsburg, c'est vraiment un micro-quartier. Si on regardait Tribeca, par exemple, on serait bien au-delà de Williamsburg. Mais bon, pour donner des ordres d'idées et pour tordre un petit peu aussi le coup à l'idée que Brooklyn, c'est beaucoup moins cher que Manhattan, c'était pas nécessairement le cas. Une chambre, on est relativement comparable. Deux chambres, vous voyez, deux chambres, on est un petit peu en dessous sur Williamsburg. Bon, ça reste anecdotique. Pour acheter un studio, pour acheter un studio à Manhattan, 450 000 dollars en ce moment. Nous, l'ordre d'idée, on dit plutôt 500 000 dollars en général. 500 000 dollars. Et puis après, pour une chambre, on va commencer à avoir quelque chose de correct à partir de 800 000 dollars. Et pour des deux chambres, il faudra voilà, quasiment 1 500 000. À partir dès qu'on commence à entrer dans les grands appartements, ça devient beaucoup plus cher. Williamsburg, en théorie. Brooklyn, beaucoup moins cher. Mais bon, également, on est proche de Manhattan, donc les studios bien plus chers voilà, sur Williamsburg. One bedroom, et puis après deux bedrooms, à peu près équivalent, quoi. Donc Williamsburg, parce que quartier très côté de Brooklyn, de nouveau, ne pas généraliser ça à Brooklyn, et ne pas penser que Manhattan est forcément moins cher que Williamsburg, parce que voilà, si on prend Tribeca, si on prend Soho, si on prend Nomad actuellement, si on prend Nolita, voilà, ce genre de quartier, on sera bien plus cher. Mais ça donne des ordres d'idées. Ça donne des ordres d'idées.
Les chiffres actuellement à la location, voilà l'évolution des prix à la location depuis 2021. Les 3 dernières années en constante augmentation, on a atteint des records en courant d'année dernière. Simplement, bah, voilà, les gens ne pouvaient pas acheter parce que les intérêts étaient trop élevés, les taux d'intérêt étaient trop élevés, le taux d'emprunt était trop élevé. Donc mécaniquement, ils se sont retournés vers la location, ce qui a bah, forcément augmenté les prix à la location. Donc on a dépassé le prix médian, on était au-delà de 4 300 $ en courant de l'été. Après, c'est un marché toujours qui est saisonnier, la location, hein, d'autant plus, encore plus que l'achat. Donc voilà, ça a rechuté gentiment après la fin de l'été. Là, ça reprend et on va probablement voilà, redépasser encore, on va être au-delà encore des 4 300 $, je pense, assez rapidement. Je l'ai mis Manhattan et Brooklyn. On parle souvent beaucoup de Manhattan, mais bon, pour Brooklyn, voilà, Brooklyn à prendre avec des pincettes, là encore, parce que Brooklyn, c'est un borough qui est extrêmement étendu. Donc là, ce sont les chiffres qui sont lissés sur l'ensemble du borough. On ne parle pas de Williamsburg ou de Dumbo uniquement. À l'achat, donc bah, ça se subit un peu voilà, beaucoup de variations saisonnières. Ce qui est intéressant de voir, bah, c'est que ce sont des prix médians qui sont en progression tout simplement hein, depuis la dernière dizaine d'années. Forte progression sur Brooklyn, progression un peu plus lissée sur Manhattan. On a en général, voilà, si on lit sur 10 ans, on est grosso modo de l'ordre de 3% d'appréciation par an. Euh, voilà, quelques chiffres. Donc, je pense que la présentation va être de toute façon rediffusée, partagée. Donc, vous pourrez vous abreuver de ces chiffres. Mais gardez à l'esprit, voilà, que bah, la location, là, ça va être très compétitif. Ça va être plutôt cher. À l'acquisition, faut voir, voilà, la Fed vient de ressortir encore son taux. Je crois que c'est paru hier en disant, ben, on bouge pas. On bouge pas. On bouge pas, mais on va baisser cette année. Ils ont dit, on va baisser 3 fois cette année, probablement. Donc, on devrait avoir, je pense, une nouvelle résurgence de marché. Disons avril-mai. Voilà, donc il y a encore quelques bonnes opportunités à faire, notamment sur les programmes neufs. À partir de l'été, ça va commencer à être, on va redevenir un marché plus équilibré. Donc actuellement, relativement à l'avantage des acquéreurs, encore que, parce qu'il y a tellement peu d'inventaire que finalement les propriétaires s'en sortent bien et que les prix ne descendent pas tant que ça. Quelques exemples pour clôturer, donner un petit peu l'eau à la bouche. De location que voilà, on vous présente les biens qu'on a en mandat. De nouveau, on a accès à l'ensemble des biens, mais ce serait voilà, ce serait ne pas faire honneur à nos clients qui nous font la confiance de nous confier leurs biens, de ne pas les mettre les leurs d'abord en avant. Ici, voilà, une belle location sur un programme qu'on aime bien, qui est Brooklyn Point, qui est Downtown Brooklyn. Programme neuf qui est sorti il n'y a pas très longtemps. 2 chambres, 2 salles de bain ici, 110 mètres carrés, donc plutôt grand. On est en étage, on est en étage élevé, 28e étage, on a une belle vue. Donc Brooklyn Point, c'est ce qu'on appelle un full amenities. C'est-à-dire que vous avez piscine, salle de gym, salle de sport, salle de réception, salle de machin, salle de X, salle de Y. Et donc la ceinture et les bretelles vraiment sur les amenities de ce niveau-là. Brooklyn Point a même une piscine en rooftop, donc au dernier étage. On est à 8 000 $ par mois. Voilà, 8 000 $ par mois. Si vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous avais dit, j'avais dit 6 000 $ par mois en moyenne pour louer un deux-bedroom sur Williamsburg ou sur Manhattan. Ici, on est downtown Brooklyn qui est moins coté que Williamsburg, mais on est sur un programme neuf, quelque chose de tout à fait, voilà, tout à fait exceptionnel. Donc, ce qui explique les 8 000 $. Un autre très bel appartement à proximité d'Hudson Yards, donc quartier voilà, extrêmement valorisé voilà, du fait de ces programmes neufs. Ici, on est sur une coop assez ancienne. 3 chambres, 2 salles de bain, refait à neuf, meublé, 145 mètres carrés, un très beau, voilà, un très beau bien. On est à 9 000 $ par mois. À l'acquisition, typique d'investissement, voilà, les studios, les grands studios, Alcove Studio, c'est un peu un studio, un peu une chambre, sur Financial District, voilà, programme relativement neuf qui doit avoir voilà, une petite dizaine d'années. 75 Wall Street, 60 mètres carrés, déjà loué. 800 000 $, voilà, un très beau, voilà, très beau, voilà, il est bien loué avec un excellent locataire. Donc c'est un beau produit d'investissement. J'ai pas mis les charges, voilà, il y a une petite omission. J'aurais dû mettre les charges, autant pour moi. Un autre produit d'investissement, c'est sur Brooklyn Red Hook, qui est un quartier vraiment voilà, en portance, en devenir. Beau programme aussi. On est une chambre plus ce qu'on appelle un den, donc c'est vraiment un deuxième espace dédié, donc quasiment 2 chambres, même si c'est pas voilà, 2 chambres complètes. 2 salles de bain, 130 mètres carrés évidemment, donc c'est assez grand. Loué lui aussi également, on est toujours en condominium. Le New York Dock Building, on est sur 1 500 000 $, on est quasiment sur des prix de 2 chambres. Et enfin, par anticipation, parce que voilà, figurez-vous que nous allons voir aujourd'hui ce programme qui vient à peine de sortir, qui est sur Harlem, un programme neuf, le Smithsonian Place, programme neuf qui est une nouvelle conversion. En fait, c'est un building très ancien du 19e siècle, mais qui vient d'être complètement reconverti en condominium. Plutôt boutique, hein, c'est-à-dire 7 étages, 55 appartements avec un peu de retail en bas.
un peu de commerce. Ils ont une chambre, des deux chambres, des trois chambres. Ils ont quelques amenities. Ils n'ont pas la piscine, mais ils ont quand même une belle salle de sport, salle de jeu pour les enfants, deux, trois petites choses. Mais surtout, c'est les prix. C'est-à-dire qu'en fait, pour toucher du programme neuf à Manhattan, à New York, c'est rare d'être en dessous du million de dollars, pour être tout à fait honnête. Et en général, pour du 800 000, 900 000 dollars, vous avez un studio. Et même sur Brooklyn, comme on parlait de Brooklyn Point tout à l'heure. Mais là, on est sur Harlem et on est vraiment on n'a pas le droit de dire dans la bonne zone, donc j'ai pas eu dans la bonne zone d'Harlem, mais on est dans la zone la plus côté d'Harlem, disons, proche de l'Apollo Theater, proche de la 125e. On est sur la 128e de mémoire. Et on est sur des une chambre déjà, à partir de 575 000 dollars. C'est-à-dire que voilà, pour l'investissement, c'est vraiment excellent parce qu'on est en plus sur un très bon réseau de transport. Donc une chambre 575 000 dollars, deux chambres 875 000, trois chambres 1 435 000. Et puis il y a une école aussi qui a une école, il y a un programme français qui est à proximité. Voilà. Donc en espérant qu'on ne se dédie pas lors du prochain webinaire en disant non, surtout n'y allez pas, on y allait, c'était absolument terrible. Mais on peut vous dire ça dans quelques heures pour ceux qui sont intéressés. Voilà, j'ai parlé vite, j'ai parlé beaucoup, je m'en excuse, mais on essaye d'en donner un maximum d'informations pour les lecteurs et auditeurs de French District. Merci beaucoup, Yann, c'était parfait. Comment tu sens la tendance, puisqu'on a vu tes courbes avec le début 2024, tu sens que finalement ce marché va, si on lisse un peu les courbes, va continuer à monter solidement quoi qu'il arrive, même si évidemment ça Hmm. va plus s'exciter lorsque les taux d'intérêt vont baisser. On espère le plus tôt possible, évidemment. Mais Ouais, comment tu vois les choses? il est vraiment monolithique ce marché new-yorkais. Moi, je viens du C'est marché ça. floridien et je connais d'autres marchés aux États-Unis qui sont beaucoup plus erratiques, hein, qui peuvent avoir des grandes variations d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Ce marché new-yorkais, depuis maintenant 4 5 décennies, il prend grosso modo 3% par an. C'est-à-dire quand il y a même une crise importante, typiquement la pandémie, la crise financière, en fait, il y a une légère chute de marché, mais c'est une chute en fait en volume de transactions, pas en prix de vente. C'est-à-dire qu'on a une vraie chute de volume de transactions, ce qui est le cas, et ce qui est le cas d'ailleurs maintenant, actuellement, on a une baisse de volume de transactions entre 20 et 30% sur New York actuellement du fait des taux d'intérêt, mais les prix ne bougent pas. Les prix ne bougent pas parce que ce propriétaire individuel new-yorkais, il a souvent c'est quelqu'un qui a d'excellents moyens et donc il n'y a jamais vraiment dans l'urgence. Alors il y a toujours évidemment des faits de vie, des mariages, des bébés, des divorces qui poussent Bien les gens à sûr. vendre dans certaines périodes, mais souvent ils peuvent mettre tout simplement en attente. Ils retirent les biens du marché, ils attendent que le marché se redresse. C'est vraiment Et, place forte comme Paris ou Londres, mais pourtant Paris, voilà, effectivement, est beaucoup plus en difficulté que ne l'est actuellement New York. et est-ce qu'on a un peu plus de marge de manœuvre dans la négociation si on est capable de financer cash, le Oui, oui, comptant? oui, un petit peu. Voilà, content, un petit peu quand même, tout simplement, parce que les délais sont plus courts, évidemment, et parce qu'il y a quand même, il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de financement, il n'y a pas de problème d'évaluation du bien par la banque, il n'y a pas de problème d'évaluation de la solidité financière de la copropriété par la banque. Donc il y a quand même beaucoup plus d'inconnus quand on est en financé par opposition en cash. Donc bien évidemment, les offres cash sont toujours plus désirables, mais je dis, moi étant moi-même propriétaire et vendeur des propriétés, je trouve que ça se raisonne à la marge. Parce que de nouveau, vous n'allez pas accorder une remise de 10% à quelqu'un qui va faire une offre en cash, à mon sens. Ça peut être 5% peut-être. Et après, bon, c'est peut-être une opinion personnelle, mais c'est plus avantageux, c'est certain. Donc, si on peut le faire, et de nouveau, potentiellement récupérer les fonds derrière en faisant un refinancement, ce qu'on peut faire aux États-Unis, ce qu'on ne peut pas faire en France, mais on peut faire un refinancement derrière. Donc, littéralement, une fois que vous avez clôturé, vous allez voir nos petits camarades bancaires qui sont ravis de vous faire une ligne de crédit, une hypothèque sur votre bien et vous ressortir les fonds. Donc, autant essayer de le faire en cash autant qu'on peut. Merci beaucoup Yann Rousseau en tout cas. Je rappelle que tu es le directeur associé de l'agence Barnes New York. Est-ce que parmi les personnes qui nous écoutent, quelqu'un a une question? Vous pouvez l'écrire, votre question, dans le module de chat ou alors, je vous en prie, Karl. Karl a Je vous en apprécié prie, les Karl, également. informations. C'était la webconférence à propos du marché new-yorkais et de comment acheter ou louer à New York la plus complète de l'histoire du marché immobilier de New York. Voilà. Exactement. Et en français. Pour ceux qui ne sont pas endormis, s'ils ont des questions, tout va bien. On est là. Non, pas du tout. Voilà. En Je français suis dans le sûr. texte. Euh, peut-on retrouver ce webconf car je suis arrivé en retard, nous demande Karl. Oui, vous allez le retrouver sur le French Strict et je vous conseille de vous abonner à notre newsletter. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez sur frenchstrict.com et vous trouvez le bouton pour vous abonner. Sinon, vous le verrez passer en homepage.
et notamment dans l'édition New York du French Street. Mais suivez-nous sur le French Street un peu partout et vous allez forcément retrouver cette web conférence ou alors passez par Google, en tapant les bons mots-clés, vous allez voir, elle va ressortir. Il faut nous donner juste quelques jours pour la mettre en ligne. Euh, D'autres questions peut-être sur le marché, mais encore une fois, s'il y a votre question, ça ne m'étonne pas. Moi, Vu, j'avais juste une petite question concernant les garanties commerciales. Vous avez parlé pour la partie location. Si vous Oui, pouvez donner plus de détails, c'est quoi déjà la garantie commerciale ouais, requise? ouais, c'est quelque chose que voilà, que j'aurais pu détailler grandement, je m'en excuse. Alors, il vous y a dit, en fait, pour faire un petit peu d'historique, la municipalité new-yorkaise, pardon, est très progressiste. Donc, voyant qu'il y avait des problèmes pour beaucoup de gens de trouver une location dans les, voilà, dans la fin des années 2000, 2010, enfin, fin des années 2010 exactement, ben, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la ville a décidé de passer cette loi qui dit, vous savez quoi, on va imposer que ce soit uniquement le premier mois de loyer et un mois de caution pour pouvoir obtenir une location, de sorte que, grosso modo, les gens qui ont beaucoup de moyens et qui pouvaient régler un an de loyer à l'avance pour faire passer leur dossier avant n'aient plus cet avantage. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça a grandement impacté tous ceux qui n'avaient pas le choix, qui étaient un petit peu obligés de faire ça parce qu'ils étaient étrangers, parce qu'il n'y avait pas ce credit score. Donc, ça vient de là, en fait, l'historique. Donc, ça a, si vous voulez, déséquilibré le rapport de force au détriment de nos clients expatriés. La nature ayant horreur du vide, notamment dans cette formidable société capitaliste américaine et new-yorkaise, et bien simplement, les compagnies d'assurance sont venues se mettre en place en disant, bah, vous savez quoi, mes chers locataires qui n'avaient pas de crédit score et qui ne pouvaient plus maintenant payer un an d'avance, eh ben, vous allez nous payer nous, et nous allons faire une garantie de loyer impayé à votre propriétaire. Voilà. Ces garanties, donc il y a par exemple Insurance, il y a Rhino, il y a The Guarantors, voilà, il y a plusieurs différents providers qui font à peu près plus ou moins le même tarif, qui va être ça va correspondre à 3 ou 4 semaines de loyer. Voilà. Selon, ça dépend du bien, ça dépend aussi de votre dossier, ça dépend de pas mal de choses, mais grosso modo, il faut s'attendre à payer un mois de loyer en plus, qui est uniquement une garantie de loyer impayé que vous allez mettre en parallèle de votre offre pour présenter au propriétaire, en sachant que parfois, selon le propriétaire, selon le guarantor, selon cet organisme donc de garantie de loyer impayé, il peut aussi devoir être approuvé par le building en plus du propriétaire. Les gros organismes qui font ça sont déjà approuvés par la grande majorité des buildings. Donc voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel, bien évidemment, on vous guide et on vous recommande. est-ce qu'on a Ok, merci. répondu? Je vous en prie. On a une question aussi de Nicolas qui nous demande, pour faire un investissement locatif, y a-t-il des partenaires locaux pour gérer la location à distance? Donc, comment Mais ça se passe si on c'est, veut investir à distance et pas gérer soi-même voilà, le bien? BIM, Barnes International Management. Nous avons, donc, comme je l'avais précisé, nous avons un service de gestion locative dédié, qui est Et distinct Ni- en fait voilà, qui est distinct de la partie agence. Donc vous aurez votre agence avec votre agent qui s'occupera de la mise en location. Vous aurez la partie gestion qui est distincte, qui est avec des personnes physiques basées à New York. Je dis ça, ce n'est pas neutre. Certains de nos petits camarades concurrents font de la gestion locative new-yorkaise en étant basés à Miami. Voilà, donc sans avoir de staff à New York. Nous avons 2 staffs permanents à New York, nous avons 2 staffs permanents à Miami, nous faisons de la gestion locative pour une centaine, ce qu'on appelle de ports maintenant, donc une centaine de biens actuellement, et qui ne font que la gestion locative, ils ne font pas de transactions à côté. Donc oui, on s'occupe de ça, on s'occupe de A à Z, c'est-à-dire vous pouvez, ça peut être un petit peu à la carte, ça peut être complètement où on devient votre seul interlocuteur, et nous, on fait l'interlocuteur avec les locataires, avec la copropriété, avec les artisans, les demandes de travaux, on fait rentrer vos loyers, on fait sortir vos factures, et après, vous nous dites quand vous versez les fonds, et on fait ça. Vous avez accès aussi à une plateforme qui vous permet de voir en temps réel, en fait, l'état de vos comptes, voilà, tout simplement. Et voilà, pour résumer. Ok, En français et merci. en anglais, et en espagnol. Merci pour la réponse à Nicolas qui nous a précisé qu'il habitait Dallas, qui n'est pas de l'expatriation, mais c'est vrai que c'est pas à côté complètement de New York si on Non, non, investit. non. Voilà. Mhm. Donc aucun Euh, problème si vous avez voilà, si vous avez des biens, et même si vous avez, et de la même manière, ce service de gestion étant distinct de manière légale, si vous voulez,
et opérationnel de la partie agence, même si vous avez vos biens, vous avez un autre agent immobilier dans une autre agence, mais qui ne fait pas de gestion, ça n'empêche pas que vous pouvez mettre votre bien en gestion chez nous. Voilà, enfin, chez nous, chez Barnes International Management, qui s'occupera uniquement de la gestion en très bonne intelligence avec votre agent, quand bien même vous auriez eu l'idée douteuse de ne pas avoir pris un agent Barnes, bah, on fera ça en excellente intelligence, comme on a actuellement sur la centaine de portes, on a, je crois, au moins une trentaine qui sont en collaboration avec d'autres agences et d'autres agents concurrents, donc qui se chargent de la partie location éventuellement vente. Euh, Très bien, merci beaucoup Yann. On a aussi une question de Solène, mais je suis pas sûr de la comprendre. Peut-être toi, tu vas la comprendre. Je sais pas si tu peux la Alors, voir. ouais, je vais la voir. Peut-on demander le retour du deuxième mois de dépôt si 2 mois ont été payés initialement au lieu d'un mois en 2006? Il faudrait que je regarde. Je crois que oui. Je crois que oui. De mémoire, je crois que. Donc évidemment, c'était une loi qui n'était pas. Je crois que c'était une loi qui devenait effet rétroactif. Laissez-moi vous revenir là-dessus. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais je Donc crois que oui. Solène, je vous conseille d'envoyer un petit message sur le site internet de Barnes New York, de dire Voilà. que vous étiez à la webconférence euh, avec Et on regarde entre-temps. Yann Ouais. Rousseau et comme ça, Parfait. votre message sera fléché et Yann pourra vous répondre. OK? Absolument. Absolument. Euh, Laurence qui te remercie pour cette présentation et qui doit se déconnecter parce qu'elle a un autre meeting. Laurence? Merci Laurence d'être avec nous. Et enfin, une question de Karl. Quelle est la différence de prix dans l'IMO entre New York et la Floride? Bon, c'est large la Floride, hein. Ouais. New York City, c'est une ville et la Floride, c'est un État. Est-ce de l'ordre de x2? Bon, enfin, je te laisse répondre parce que tu connais parfaitement les deux marchés, Yann. Oui, oui, oui. Bon, parfaitement, ce serait un Bah, prétentieux. tu les connais bien. Ce qui m'arrête rarement d'être prétentieux, donc comme tout le monde le sait. Mais entre Miami et New York, il y a eu une correction. Voilà, Karl nous précise Voilà. voilà, il pense notamment à Miami. Parce Ouais, qu'évidemment, non, entre Gainesville et Miami, c'est pas le même marché. ouais, il y a une très forte correction de marché à Miami. En fait, il y a eu une augmentation drastique de prix en fait post-pandémie. Qui n'a pas encore eu la correction inversée. Donc ils sont relativement en stabilisation, mais en fait parce que ils regardent beaucoup les prix médians, non, il y a beaucoup les prix moyens, pardon, et en fait ils sont drainés par la partie luxe de Miami. La partie moins luxe, elle, a beaucoup moins prix, j'ai envie de dire, et a tendance plutôt à stabiliser. La partie luxe, elle continue à faire ça. J'ai pas exactement les chiffres en tête sur Miami, mais voilà, quand je dis on peut acheter effectivement 500 000 $ un studio à New York, à Miami, à 500 000 $, vous avez quelque chose quand même de plus large ou de plus satisfaisant. Après, il y a une vraie dynamique de vue à Miami qu'on a moins à New York. New York, en fait, l'orientation importe un petit peu moins parce que dans des budgets plus faibles, une caméra automatique qui décide. Euh, Je parce qu'on suivrai est tes souvent mains. voilà, pris au milieu des buildings, tandis qu'à Miami, selon si vous allez avoir une vue sur la baie ou non. Donc ça va faire une grande différence. Mais on peut avoir voilà, des studios de bonne facture, de bonne facture à Miami pour 300 000 $. Donc voilà, c'est pas x2, c'est pas x2. À produit comparable d'ailleurs, si on commence à être dans le luxe, voilà, je crois qu'ils viennent de faire le record à 11 000. Leur record, c'était 11 000 $, je crois, du Picari qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc ça reste moins cher, Miami. Faut pas se mentir, ça reste moins cher. Mais peut-être pas x2, quoi, disons, ça reste encore peut-être 50% moins cher, quoi. Et une dernière remarque de Karl qui m'a écrit pour me dire qu'il n'était pas arrivé à se connecter. Donc sachez qu'on va vous répondre. Je vais demander à mon équipe de traiter votre email sans aucun problème, Karl. Mais sachez qu'au fin du cycle, on reçoit des centaines d'emails par jour et qu'on ne peut pas toujours les traiter et que parfois on les traite par urgence. Et voilà. Et en tout cas, on va vous C'est la rançon de la répondre. gloire. La Voilà. rançon de la gloire. Exactement. Euh, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions parce que vous avez fait avancer le sujet pour tout le monde et tout le monde n'est pas parti pendant les questions. Ça veut dire que ça a intéressé tout le monde, les réponses en tout cas. Et une Euh, heure complète, waouh. Très voilà. impressionnant. Merci beaucoup, Yann Rousseau. Je rappelle que tu es le directeur associé de Barnes New York et que tu diriges déjà 3 agences et bientôt 4. La quatrième arrive je te propose parce que
on a parlé beaucoup de New York, mais évidemment, souvent, on parle aussi de ces autres agences Mm. qui sont sur des localités qui sont très intéressantes aussi. On va pas Ouais. refaire une webconférence là-dessus, mais rappelle-nous juste les localisations de ces agences. Donc New York City, Manhattan, Larchmont, Westchester, Greenwich, Connecticut et bientôt Hoboken, New Jersey. Pourquoi? Voilà, tout simplement parce on suit notre communauté. Voilà, on suit notre communauté et donc tout le monde n'a pas forcément soit les moyens d'être plein central Manhattan, soit de souhaite avoir beaucoup plus d'espace. Voilà. Et donc mécaniquement, on s'éloigne un petit peu plus. Quand on veut avoir des belles maisons, des belles propriétés avec beaucoup de terrain, ce genre de choses, il faut aller se mettre effectivement dans le Westchester, Connecticut ou dans le New Jersey, dans le très bel état injustement dénigré du New Jersey dans lequel j'habite. Voilà. Donc mais qui a de très grande proximité de Manhattan et qui lui aussi est significativement moins cher que Manhattan. Et la petite particularité du New Jersey, c'est que elle offre aussi, en tout cas, évidemment, hein, ça dépend de mon habit, une vue particulièrement superbe de Manhattan. Donc en Les fait, meilleures vues de on est Manhattan côté. sont depuis Hoboken. Voilà, Voilà. c'est ça le paradoxe. C'est qu'il faut sortir de Manhattan pour avoir la plus belle vue de Manhattan. Voilà. Ouais. Et on les a notamment en New Jersey. C'est assez sympa. Mhm. Merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas que si vous voulez souhaiter le revoir, cette webconférence, elle sera diffusée sur le French District. Merci beaucoup Yann Rousseau et à Bon, très bah, moi ici, bientôt. merci. À bientôt. Allez, au Au revoir. revoir.